malgré tout. Je passe la parole à Madame Stenbach. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai 3 petites questions courtes et ensuite une que je vais développer un peu plus, si vous le voulez bien. Donc, 3 petites questions. La première, c'est la question des délais, parce que ça a été un peu évoqué. En l'occurrence, là, le pétitionnaire, il a été annoncé le 21 octobre 2021 et l'enquête publique a démarré fin novembre 2022. Je voulais savoir si, pour vous, les délais, en fait, donc pour la constitution du dossier de demande d'autorisation environnementale étaient suffisants et satisfaisants. Je voulais relever aussi le fait que d'habitude, ce type de projet est censé être corrélé à un projet de territoire, et ça ne semble pas être le cas dans le cas de la 69. Vous me direz si je me trompe. Je me demandais si vous expliquez le fait qu'il n'y ait pas eu de note de cadrage donc dans le cadre de ce projet d'A69. Et puis vous parliez tout à l'heure de l'importance de la raison impérative d'intérêt public majeur et des critères normalement qui la définissent. Et en l'occurrence, lors de l'enquête publique, le préfet avait expressément demandé au président de la commission d'enquête de ne pas se prononcer sur la raison impérative d'intérêt public majeur. Donc je voulais savoir si le fait que du coup la commission d'enquête soit abstenue sur ce point n'avait pas privé à votre sens le public d'une information importante. Et donc j'en arrive à mon autre question qui est sur une situation récente. En fait, vous avez peut-être vu que sur le site de la Crème Arbre à Seyss, dans le Tarn, il y avait une zone en fait qui avait été classée à fort enjeu environnemental. Donc ça, c'est sur la base notamment des prescriptions de l'autorité environnementale. Et normalement, les abattages y étaient interdits jusqu'au 1er septembre. L'ADREAL a rédigé un rapport sur la base d'observations réalisées par un naturaliste censé avoir justifié une déclassification qui a permis des défrichages et abattages. Enfin, en tout cas, le début de ces abattages. Or, l'OFB vient de confirmer que la parcelle était bien toujours considérée comme étant à fort enjeu environnemental, c'était il y a quelques jours, et que donc ces abattages étaient illégaux. Alors, si je ne me trompe pas, vous me direz, Atosca, le concessionnaire, aurait dû faire un porté à connaissance sur la base donc, de ces nouvelles observations et demander une autorisation environnementale complémentaire. Ce n'a pas été le cas. Donc, comment percevez-vous le fait qu'il n'y a pas eu donc, de porté à connaissance ni de demande d'autorisation environnementale complémentaire sur cette déclassification? Et dans le même ordre d'idée, vous êtes cité dans un article de Mediapart où vous expliquez que normalement, justement, pour les dérogations pour espèces protégées, on doit s'appuyer sur des inventaires et des observations qui nécessitent plusieurs visites de terrain à différents moments de l'année. Donc là encore, comment une déclassification sur cette parcelle a pu avoir lieu dans des délais aussi courts? Est-ce que c'est crédible au regard de ce que vous énoncez? Et enfin, dans le dossier pour la demande d'autorisation environnementale, sur ce défrichement, je vais y arriver, on évoque une compensation en nature, donc via un reboisement. Or, l'arrêté préfectoral indique finalement une compensation financière à hauteur de 25 000 €. Est-ce que ce changement vous semble normal, enfin en tout cas régulier au regard du droit environnemental? Je vous remercie. Alors, je vais faire un préalable ou un préambule par rapport à ma réponse. Comme Éric Vindimian vous l'a indiqué, l'AE s'abstient en règle générale de toute intervention une fois qu'elle a rendu ses avis, parce qu'elle ne connaît pas ce qui se passe après. Donc du coup, j'aurai la précaution par rapport aux questions qui portent sur l'après d'avoir un... Oui, c'est mieux parce qu'il y a beaucoup d'inexactitudes. Voilà, donc du coup, je n'irai pas surtout me pas prononcer, je ne connais pas le... Non, parce qu'il y a un projet de territoire qui a été rendu. Je ne veux pas le savoir. Je ne le sais pas. Il y a des décisions, y compris devant le Conseil d'État, qui ont rendu que les abattages d'arbres n'étaient pas illégaux. Enfin bon, voilà, donc il y a beaucoup d'inexactitudes. Je ne veux pas entendre dire que... Je vous en prie, merci. L'AE ne s'estime pas compétente pour se prononcer sur ce qui est postérieur à ses avis, sauf des exceptions, effectivement, lorsqu'on voit notamment certains mémoires en réponse, et j'ai eu l'occasion de le dire dans les faits. Tout d'abord, les délais. Moi, il me semble, les délais que vous avez indiqués d'1 an, etc., entre le dépôt du dossier et puis l'instruction, moi, ça ne me paraît pas illogique, et on le voit en fait assez fréquemment, parce que, justement, un dossier, théoriquement, il ne devrait être présenté, notamment à l'enquête publique, que s'il dispose des mesures de compensation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui prend du temps, et on a vu certains dossiers qui ont traîné 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, c'est parce que là, les maîtres d'ouvrage, effectivement, considéraient qu'il fallait qu'ils trouvent les mesures de compensation pour pouvoir justifier de leur projet.
Donc en clair, parfois il y a des dossiers qui prennent très longtemps pour les autorisations environnementales, et ce qui prend du temps, c'est justement d'arriver à trouver des mesures de compensation et de démontrer effectivement que, je dirais, ça pourra répondre et ça pourra compenser les comment dire. Bon. Alors il y a d'autres raisons, parfois il y a d'autres sujets, mais je dirais que nous, des dossiers finalement qui prennent du temps avant de nous être envoyés, on préfère presque ça, parce que globalement, on préfère que les dossiers soient quand même de bonne qualité plutôt que de les voir arriver incomplets. Et ça, c'est au service de police de le faire. Projet de territoire, joker, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas me prononcer. Note de cadrage. Alors, dans le rapport, donc, et ça, c'est le rapport IGEDD auquel j'ai contribué récemment, nous recommandons en effet que sur des dossiers complexes, à enjeu, des dossiers sur lesquels il y a besoin probablement de faire très attention sur ce qu'on fait en matière d'évaluation environnementale, nous recommandons effectivement aux maîtres d'ouvrage de questionner le plus souvent les autorités environnementales le plus en amont possible, pas sur tout, mais justement sur les questions clés, les questions essentielles et sur les difficultés d'interprétation sur certains points. Ça, je pense que la méthode la plus vertueuse, et ça s'applique à tous les maîtres d'ouvrage, c'est plutôt que de nous envoyer des dossiers pourris, comme on en a vu trop souvent, et du coup de vouloir passer à la va-vite. Effectivement, ce qu'il faudrait faire, c'est que sur certains dossiers, et sur lesquels manifestement il y a des questions difficiles à régler, oui, questionner l'autorité environnementale et faire une demande de cadrage préalable, c'est effectivement opportun. Sur les raisons impératives d'intérêt public majeur, je crois que je me suis déjà suffisamment engagé tout à l'heure. La réglementation dit qu'il faut justifier de raisons impératives d'intérêt public majeur. Donc la conséquence, c'est il faut que le dossier comporte un volet qui en justifie. Donc formellement, s'il n'y a pas dans le dossier de volet qui justifie spécifiquement des raisons impératives d'intérêt public majeur, mon interprétation, c'est que c'est un vice de forme et c'est une non-conformité au texte applicable aux espèces protégées, et qu'après, effectivement, c'est à la juridiction administrative à en juger dans le cadre de la jurisprudence définie par le Conseil d'État. Et nous plions et nous appliquons rigoureusement la jurisprudence du Conseil d'État. Dernier point, la question de l'évolution des inventaires, qui est effectivement un sujet compliqué. Sur la question des inventaires, en effet, il n'y a pas de règles écrites très systématiques sur ces questions-là. Mais ce qu'on sait, c'est que pour les dossiers d'autorisation environnementale, ça c'est clair, il faut qu'il y ait des inventaires. Alors, il y avait un concept qui était développé au cours des années 2010 qui s'appelait inventaire 4 saisons. Enfin, l'idée, c'est pas de faire du 4 saisons par principe, mais c'est en clair d'essayer de bien connaître les populations d'espèces en fonction, je dirais, de leur vie. Et donc, naturellement, souvent, il faut des inventaires au printemps, parce que naturellement, c'est au printemps où ça repart. Mais en fait, il y a d'autres périodes où, effectivement, les espèces ont des cycles qui sont plus importants à l'automne, etc. Donc, en clair, c'est pour chaque espèce, il faut se dire, voilà, quel est le bon moyen d'aller les repérer, de les connaître? Pour la flore, c'est pareil. Et du coup, quels sont les bons moments où il faut aller voir pour avoir une chance d'aller les opérer, etc. Là, nos avis essayent, mais surtout également, c'est le CNPN qui regarde ça de plus près, et l'OFB, essayent de déterminer effectivement quelles sont, je dirais, est-ce que la pression d'inventaire a été suffisante? Est-ce que les investigations supplémentaires suffisantes ont été faites? Je dois être honnête pour ce qui concerne la 69. Nous, on a fait confiance au CNPN, puisque, comme Éric Vindimian a dû vous le dire, dans les deux avis qu'on a rendus, sur cette question de biodiversité, on a considéré effectivement que le CNPN était plus compétent que nous, ou du moins maîtrisait le mieux la compétence sur le sujet. Donc, en clair, là-dessus, on n'a pas eu de recommandations ou d'avis spécifiques. Là, on a considéré effectivement que l'avis du CNPN était celui sur lequel on devait se reposer. Et donc, tout ce qui s'est passé après, je peux encore moins vous en parler. Madame la rapporteure. Juste sur ce point-là, j'entends bien que vous ne puissiez pas avoir tout en mémoire, mais l'avis a dû être extrêmement précis, puisque l'article 1.4.2 de l'arrêté interdépartemental dit que pour pouvoir mettre en œuvre le projet, encore faut-il, et elle est autorisée, mettre en œuvre une dérogation à hauteur de ce que je vous disais, de 162 espèces. Donc, à défaut de cette dérogation, le projet ne pourrait pas se dérouler. Donc, il y a bien eu une dérogation pour 162 espèces. Alors, depuis l'ordonnance de 2016,
La dérogation espèces protégées, c'est une composante de l'autorisation environnementale. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, il fallait naturellement qu'il y ait dérogation aux espèces protégées. Et donc, il y a 3 conditions pour les dérogations espèces protégées. Bon, il faut naturellement faire des inventaires précis pour savoir quelles sont les espèces en jeu, etc. Et de ne pas se tromper sur bien caractériser les enjeux et tout. Et après, avoir des mesures proportionnées d'évitement, de réduction et de compensation. Et donc, il faut justifier de raisons impératives d'intérêt public majeur, il faut justifier de l'absence d'autres solutions satisfaisantes, et il faut justifier de mesures de compensation suffisantes. C'est les 3 conditions que doivent remplir toute dérogation espèces protégées. Merci. Madame Héraudy,